Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique. On va parler de la question de la détection de l'attaque. Alors vous allez me dire, mais la détection de l'attaque, on pourrait avoir deux types de détection. Une détection d'événements sur les machines, l'EDR, une version modernisée des antivirus, ou bien l'analyse des flux. Et c'est cette question qu'on va aborder aujourd'hui avec Sesam IT. Alors, l'analyse des flux, c'est quoi? C'est le Network Detection and Response. Donc, vous voyez le NDR un peu partout. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on aborde avec Sesam IT parce que l'idée, c'est d'avoir une détection qui soit particulièrement adaptée aux éléments critiques de l'organisation, aux éléments opérationnels critiques. Est-ce que ces questions-là sont complexes? Comment bien choisir donc une sonde de détection? Ce sont ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Audrey Amedro, qui est cofondatrice et CEO de Sesam IT. Audrey, bonjour et bienvenue au micro de la robe numérique. Eh bien, on y va tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on fait la différence entre l'EDR et le NDR? Oui, je vais essayer. Merci Oriana, déjà pour l'invitation. Alors, pourquoi on fait la différence entre l'EDR et le NDR? Alors, ce sont 2 technologies, tu as commencé à en parler, au début, qui sont complémentaires. La première, l'EDR, c'est, et tu l'as parfaitement dit, c'est un petit peu la version moderne des antivirus qu'on installe tous et qui sont un outil de base, pour éviter les catastrophes dans les machines. Donc c'est un outil qui va aller regarder ce qui se passe dans les machines, dans les serveurs, dans les réseaux d'une entreprise. Ça sera installé dans les serveurs ou dans les ordinateurs, des personnes ou dans les équipements, en fait. Voilà, et ça va reposer sur l'analyse des logs, et puis lever des alertes ou même, potentiellement, bloquer, une partie des événements. Le NDR, là, on n'est plus dans les machines, mais on est dans les tuyaux entre les machines, en fait. Donc on va regarder tout ce qui passe dans les flux à l'intérieur du réseau de l'entreprise ou de l'organisation. C'est très intéressant. Pourquoi? Alors déjà parce qu'on ne voit pas la même chose qu'à l'intérieur des machines. Là, on va regarder les flux qui rentrent, qui sortent, dans les réseaux, et puis on va regarder aussi les flux qui sont entre les ordinateurs, donc des communications, inter-utilisateurs. Heu, le pourquoi c'est complémentaire? Parce que dans les flux, on va avoir des éléments, qui vont reposer sur l'analyse de la trame. Donc c'est assez différent en termes de sources d'informations. En plus de ça, on va avoir une quantité d'informations, c'est-à-dire une source d'information qui est ultra riche. Parce que dans la trame, on voit tout, hein. Qu'est-ce qui se passe, quand, comment, avec quel protocole, quelles métadonnées, et cetera. On a même le contenu. Donc on voit absolument tout. Il faut juste savoir ce qu'on va aller chercher. C'est ce que tu disais après, ce qui est important, c'est de se concentrer sur, ce qui est critique pour chaque organisation. Et puis en plus, eh ben, on est un petit peu en amont de l'impact dans les machines justement, puisque souvent on peut y voir les prémices, des prémices d'une attaque, puisque une attaque souvent elle est composée de plusieurs étapes, hein. Il va y avoir, l'intrusion, après il va y avoir une phase un petit peu de reconnaissance, et puis après il y a ce qu'on appelle le lancement de la charge qui va détonner, potentiellement dans les machines. Donc en se mettant, sur l'analyse de flux, on peut aussi voir ça, un petit peu en amont. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais l'important, c'est de retenir que c'est tout à fait complémentaire, l'EDR et le NDR, qu'on n'y voit pas les mêmes choses et pas au même moment. Alors si c'est très clair, comment on sait que la sonde que l'on choisit est la bonne? C'est quoi les critères pour avoir une sonde de qualité? Un Alors, NDR de qualité? un NDR de qualité. Déjà, en introduction, je vais commencer par dire que l'analyse des flux réseau, c'est vieux comme le monde. On l'utilise depuis hyper longtemps pour faire principalement, et ben, de la qualité de réseau. C'est chose où on voit c'est justement des équipements, heu, qui sont là pour, ben, pour analyser les flux et pour voir si tout se passe bien et pour aller chercher de l'information en cas de besoin. Maintenant, on a adapté ce qu'on appelle vulgairement des sondes à la cybersécurité, et là, on est passé dans le monde du NDR. Alors dans le monde du NDR maintenant, il y a 2 grandes familles. Alors c'est pas moi qui invente là, c'est, catégories qui ont été, créées par le et la dénomination a été,
proposées par le Gartner. C'est les 2 grandes familles, c'est, la famille de la black box et la famille de type Hunter, d'accord? Des outils plus Hunter. La black box, c'est le NDR, alors qui va analyser les flux réseau, mais qui va les interpréter en utilisant principalement et presque exclusivement l'intelligence artificielle. Voilà. Souvent, alors l'intelligence artificielle, on le voit, ça évolue, c'est hyper intéressant, ça apporte beaucoup de choses, surtout, dans la version, je dirais, pour le secteur, hein, de la cybersécurité, parce que c'est 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 assez différent. Le secteur de la cybersécurité est différent, par exemple, le secteur de la médecine ou de la distribution, parce qu'on est moins sur des masses, statistiques. Puisqu'en face de nous, on a des attaquants, un petit peu spéciaux, qui vont avoir des idées, toujours plus originales et toujours plus, nouvelles, pour justement éviter d'être considérés, dans la masse, et qui est très, très difficile d'évaluer comme, quelque chose de statistique. Mais cette intelligence artificielle, elle va pouvoir apporter beaucoup de choses, principalement sur de la déviance comportementale, dans les flux réseau. Donc elle va remonter quand même des informations qui sont intéressantes. Bon, la famille des black box qui repose là-dessus, c'est bien, mais souvent c'est, pas paramétrable, et donc c'est pas c'est la soupe est la même pour toutes les organisations, pour tous les réseaux. Ça, on va pas pouvoir l'adapter en fonction de son métier, en fonction de son infrastructure, en fonction de ses applications, ce qui semble hyper important, puisque, ces fonctions, justement de l'infrastructure et des applications, que vont découler les failles, donc les potentielles, sources, d'intrusion et d'attaques, dans une entreprise. Et puis, après, c'est en fonction du métier qu'on va pouvoir aussi se concentrer sur telle ou telle menace. Et c'est là qu'interviennent la catégorie des hunters, où justement ce sont des solutions qui ont un peu plus le capot ouvert et qui vont permettre aux utilisateurs, d'une part, d'utiliser plusieurs technologies de détection, c'est-à-dire pas que de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes qui sont les mêmes pour tout le monde, mais une solution comme la nôtre, où il y a des algorithmes d'intelligence artificielle, mais il y a aussi de la détection, ce que je disais tout à l'heure, back to basic, avec la détection sur signature, l'extraction de fichiers, de l'analyse de fichiers, l'utilisation des métadatas, des choses comme ça, qui sont un peu les choses qui sont ancrées en dur dans le réseau et qui permettent vraiment de sortir avec beaucoup d'assurance des indicateurs de compromission et des vraies menaces, en fait, avec comment dire, des indicateurs de confiance hyper élevés. Voilà, et ces solutions, et notamment une solution comme Giso, qui a vraiment, heu, qui a vraiment la capacité, d'être, adaptée, par son utilisateur, il va pouvoir choisir justement, sur quelle menace il veut se concentrer, retirer, justement, tout ce qui l'intéresse pas, pour diminuer ses faux positifs, et cetera, et cetera. Et en plus bénéficier de notre service, Oshi, qui va l'accompagner pour aller, justement traiter, la menace d'actualité, pour mettre à jour sa sonde en fonction des dernières attaques. Ça veut dire que dans le cadre d'un projet de déploiement de votre sonde, vous faites un travail en amont pour identifier, le fonctionnement de l'organisation, les points, là où ça va faire mal, peut-être les zones où ça va faire le plus mal. Ça veut dire qu'il y a vraiment une identification de la pertinence de la zone à protéger et on se concentre sur cette zone pour, finalement se dire: «Quoi qu'il arrive, on va être attaqué», mais ça, c'est vraiment, le cœur du réacteur et du coup, on a une vigilance, plus importante. Ça, c'est ça la démarche? Alors, la démarche, elle est, pour préciser ce que tu viens de dire, la démarche, elle est d'avoir un outil qui permette de vraiment mettre en application une stratégie de défense, qui a été étudiée. C'est-à-dire que, l'organisme, en question, qui veut avoir une détection, vraiment, fine et fiable et adaptée, elle va en effet, devoir identifier, les points névralgiques, et orienter sa détection en fonction de son risque. Et ça, elle peut le faire avec un outil comme Giso, parce qu'elle va pouvoir, sélectionner, oui, tu as raison,
certains types d'attaques et l'orienter sur certaines zones qui sont les plus sensibles pour elle. Si on Donc parle de la manière dont pardon. Si on parle de la manière dont on déploie, cette solution, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un service, en interne? Comment vous gérez, l'analyse des signaux, la restitution auprès du client? Parce que j'imagine que vous envoyez passer des trucs et du coup, est-ce que vous les bloquez? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une enfin, tu vois, concrètement, moi je suis client, j'ai ça, j'en fais quoi? Parce que on potentiellement, j'ai pas, une armada de techos à voilà, qu'est-ce que j'en fais? alors, c'est une très bonne question. Hem, Par où je vais commencer? Alors, d'abord, c'est une solution qui est logicielle. Le déploiement de cette solution, alors en tout cas, un NDR JISO est relativement simple à déployer, suite à une petite phase, d'ingénierie qui consiste à identifier, à faire un petit travail sur le routage plan d'adressage pour, vraiment intégrer, le la solution dans le réseau. C'est une solution qui est non intrusive, d'accord? Parce qu'on fait de la détection, d'attaques pour fournir à nos clients, hem, la meilleure manière, la plus rapide et la plus fine d'identifier, une potentielle attaque, en cours, l'identifier le plus tôt et savoir y répondre. On n'est pas en coupure des flux. C'est-à-dire que JISO, on va lui envoyer une copie des flux. Donc c'est pour ça que je te disais, il y a un petit travail de préparation, c'est de choisir les flux qu'on va envoyer à JISO et de les router vers JISO. Mais c'est un outil de cybersécurité et tu sais, en fait, aujourd'hui en 2023, ça se fait plus tellement de donner la main aux outils de sécurité pour, gérer les réseaux et couper les flux directement. Parce qu'il y a eu beaucoup de de petites catastrophes, métiers suite à ça et souvent c'est vraiment, 2 équipes, et ça génère beaucoup de problèmes si tu veux, si, il y a les outils de sécurité qui commencent à couper les flux métiers et que plus personne peut travailler de la journée parce Ouais, je qu'en pense fait, que l'outil s'est trompé et c'est juste une personne qui télécharge un fichier à la mauvaise heure. On a cru que c'était une attaque, en fait, ça n'en est pas une et du coup, aujourd'hui, ce qu'on fait plutôt, on pourrait très bien couper les flux, hein, avec une solution comme la nôtre, ça pose pas de problème, on sait envoyer des commandes au routeur. En revanche, la philosophie est plutôt de se dire: «Aujourd'hui, on veut donner toute la capacité aux solutions pour analyser la menace, qu'est-ce qui est en train de se passer, où et comment, pour pouvoir immédiatement savoir à quel endroit intervenir. Et ensuite ça passe aux équipes réseau qui vont décider soit avec, tu sais l'utilisation d'outils, qu'on appelle des SOAR. Alors je sais c'est un peu, heu, brutal comme nom, mais c'est des outils, tu sais, qui permettent de mettre en place une stratégie de réponse avec des playbooks qui dit: «Voilà, si c'est telle attaque, tu commences par faire ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça» et aujourd'hui, c'est plutôt ça pour avoir une réponse qui soit ultra organisée et qui évite de faire des grosses bêtises. après je pense que du coup, couper ou pas les flux, ce type de décision peut-être dépendre aussi, des métiers, du secteur d'activité, de ce qu'on fait, au quotidien. Enfin, je pense que là Exactement. Exactement et souvent, il faut que ça passe par une réponse un peu consensuelle entre les différentes équipes, métiers, infra et sécurité. ouais et puis ça doit dépendre aussi, un peu de la politique, de la maison, quoi. Absolument. La culture d'entreprise là-dessus, à mon avis, joue beaucoup quand même. Effectivement, alors il y a des entreprises, hein, qui préfèrent, dans le doute, couper, les flux sur une partie des Mmh. attaques en se disant: «Si on a ce type d'alerte, là on réfléchit pas, on coupe tout parce qu'on préfère pas prendre le risque». Mmh. Ça pose pas de problème, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Maintenant, ce sont plus les outils de cybersécurité qui prennent directement l'initiative de faire ce genre de Oui, choses. ce que tu dis, c'est attention à l'automatisation Bien sûr, d'un arrêt, d'un flux et laisser la main à l'humain de l'arbitrage. En fait, l'outil remonte l'info et exact l'humain décide d'arrêter ou pas, c'est ça que tu dis? exactement, OK. exactement, c'est ce Donc qu'il faut. finalement, l'humain, c'est le plus fort, hein? Alors dans la cybersécurité, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que l'humain. Alors, faut pas oublier que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a les attaquants un peu, de masse,
tu sais, qui vont utiliser des ransomware as a service, effectivement, qu'on peut détecter. C'est pas forcément ultra sophistiqué, donc on peut les détecter, justement avec de l'intelligence artificielle ou avec des processus comme ça. Mais, heu, la vraie cyberguerre aujourd'hui, elle se passe avec des groupes, qui sont étatiques et les et les hackers qui sont à la tête de ces groupes sont, sont des personnes ultra créatives, ultra intelligentes et qui, elles, évidemment, passent, à travers les mailles des filets de l'intelligence artificielle, hein, mais c'est de ces personnes-là, dont il faut se méfier et c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu être à la pointe et observer, ce qui se passe dans le moindre détail. Dans le cadre des rapports que vous remontez, je sais pas, tu vois une typologie d'attaque chez un client, ça fait une alerte pour le bénéfice de tous les autres? Alors, tout à l'heure, il y a un alors ça concerne, tout particulièrement, GISO. GISO va travailler sur les flux de l'entreprise. En revanche, ces flux sont traités dans l'entreprise parce qu'en fait, c'est la propriété de l'entreprise. On les fait pas remonter chez nous, d'accord? Donc, l'attaque d'une entreprise va pas être partagée avec une autre. Nous, notre organisation, c'est d'être en veille avec à la fois les entreprises et puis, l'actualité, hein, puisque dès qu'il y a une attaque qui sort, en général, il y a une forme, tu sais, de communauté, qui est mise en place avec, partage d'informations sur des IOC, sur des méthodes et cetera. Donc nous, on va récupérer ces informations, par nos clients, parfois, mais aussi, beaucoup, par des sources, de threat intel, hem, publiques et privées d'ailleurs. On a des sources professionnelles et puis on a des sources publiques et nous, on va compléter ces informations en faisant du renseignement et en allant, essayer de comprendre le plus possible comment est organisée la dernière attaque en cours. Parce qu'en général, une attaque, c'est plus complexe que ce qu'on pense et c'est une succession de processus, une attaque. Donc nous, on essaie de comprendre par où ça passe, comment, quelles sont les tactiques, les techniques et cetera et on les transforme en langage réseau. Ce qui nous permet d'établir des sets de détection. Ça va être des cartouches, en fait, qu'on va pouvoir donner à nos clients, qui vont les enregistrer dans GISO et du coup, GISO va être prête à détecter, la nouvelle attaque, le nouveau, du groupe, qui a trouvé une nouvelle méthode, pour, heu, pour exploiter une faille, qu'on connaissait pas encore et cetera, et la détecter, c'est ça qui est intéressant, dès les premières phases. Oui, dès le démarrage, en Dès fait. le démarrage, voilà, dès les prémices, on peut avoir, en fait, grâce à GISO, on voit l'évolution, dans la phase d'attaque. Donc on peut voir que c'est en phase 1, phase 2, phase 3, ce qui donne un petit temps d'avance pour se dire: «En effet, là, il y a potentiellement, ce type d'attaque à cet endroit» et ça donne un petit peu de temps pour aller investiguer et voir ce qu'on peut faire, au plus tôt, quoi. Mmh. OK. Aujourd'hui, vous êtes distribué ou vous avez des clients en direct? Les 2, mon capitaine. OK. Et vous calculez, le je te demanderai pas de tarif, mais, vous calculez le prix par rapport au nombre de sondes installées, par rapport à l'actif, par rapport au nombre d'incidents identifiés? Alors, nous, c'est très simple. C'est évidemment au nombre de sondes installées et ensuite on a des grosses sondes et des petites sondes. Très Donc, bien. et les grosses sondes et les petites sondes, ça va dépendre non pas du nombre d'incidents, parce que ça, c'est ingérable et ça donnerait beaucoup d'obscurité pour le Ouais, budget c'est un de gros aléa. Mmh. c'est un gros aléa. Donc nous, c'est en fonction du trafic, qui est analysé par la sonde. Donc elle a une capacité, cette sonde, c'est pour ça qu'il y a des petites et des grosses. Soit elle peut analyser depuis, 50 mégabits par seconde. Donc tu vois, un trafic, dans une entreprise, qui a, 100, 200 postes clients, ça fait ça, dans le pire des cas, s'il y a beaucoup de visio et cetera. Et puis, en revanche, on a des sondes qui vont être capables de gérer en flux continu 40 gigabits par seconde. Donc là, c'est pour des des sujets un petit peu plus costauds, mais du coup, c'est ce qu'on appelle les grosses sondes. Voilà. OK, très bien. Hem, je j'ai ouï dire que vous recrutez. Ah ouais.
on n'en parle pas souvent, dans le podcast, mais quand même, ça me paraît important parce que c'est tendu là sur le marché, C'est tendu, c'est tendu. Eh oui, oui. Vous recrutez quoi si on peut en parler? Parce que du coup, vu que vous avez une Avec grosse actu là-dessus, tu peux avec nous grand donner plaisir. quelques postes là? On vient ouais, ouais, ouais. En plus, on vient de faire une belle levée de fonds avec des acteurs, français. On est une équipe de 40 personnes. Alors, bon, je te le cache pas, on est au stade où c'est encore une belle boîte d'ingénieurs, Sésame IT. Donc il y a une équipe de tech, qui est géniale, des gens passionnés, et très agréables. On cherche évidemment, hein, des commerciaux, des avant-ventes, mais on cherche aussi, des développeurs C++, appel à la population là, hein, des développeurs C++, des développeurs, PHP, Angular, des admin 6, voilà, des ingénieurs, support. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Des web designers, heu OK, et des technico-commerciales. On n'en a OK. jamais assez. OK. Donc ouais, vous recrutez sur l'intégralité du périmètre de Oui, l'organisation en fait? C'est oui, ç oui, oui, en oui. en résumé? En résumé, il y en a pour tous les goûts. Heu, OK. donc on cherche, des gens motivés qui ont envie de partir dans un challenge, motivant, pour aller, décrocher la lune. C'est une, c'est une belle aventure, un bel objectif. Hem, alors tu veux nous parler un peu de cette levée et tout, Eh ben, écoute, pourquoi pas? C'est un sujet, qui est très à la mode en ce moment, donc et puis, beh, c'est une belle levée en plus. c'est une belle levée, et c'est une levée qui arrive à un moment où, alors tu sais, c'est ce que je te disais auparavant, nous on est quand même, une boîte avec une philosophie assez ingénieure. Donc on a passé nos 4 ans, de R&D, un peu à la cave et en sous-marin, pour mettre au point vraiment une solution enfin, tu vois, pour qu'elle soit sèche avant de sortir sur le marché. Hem, on a obtenu une qualification ANSSI parce que la solution est qualifiée par l'ANSSI. Ça veut dire qu'elle est recommandée, pour être utilisée, notamment par les opérateurs, par les entreprises et les administrations les plus critiques du pays. Les OIV, ça veut dire opérateurs d'importance, vitale, et dans leurs réseaux les plus critiques. Et du coup, on a commencé à commercialiser, notre solution, fin 2021 et finalement 2022 a été, l'année La consécration. la consécration, je sais pas, mais un peu l'heure de vérité en tout cas. Et on savait pas trop, comment, la solution serait perçue par le marché et reçue. Et écoute, ça s'est vraiment très bien passé. On a eu une première année de commercialisation où on a atteint directement la rentabilité avec un EBITDA positif et cetera, des clients contents. Le NDR, je pense à une, à de belles perspectives, parce que je crois qu'opérationnellement, il répond à beaucoup d'attentes, que ce soit, nos clients entreprises ou alors nos partenaires, tu vois, SOC, hem, MSSP. Donc non, on est très content et on a profité de ce moment où, justement, on commence à vraiment commercialiser, la solution est sèche, elle est appréciée, par nos clients pour aller chercher des fonds. Et je pense que tu as entendu parler, mais il y a la NIS2 qui a été promulguée, pour l'Europe à la fin de l'année dernière, qui vient de multiplier, notre marché, par 100. Mmh. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment maintenant qu'on sait qu'on a un bon produit, d'aller chercher une clientèle, sur un marché, un petit peu plus vaste, dans un premier temps l'Europe. Et donc on va utiliser ces fonds pour travailler tout ça et puis une partie quand même de ces fonds, parce qu'on est, en tant que bons, ingénieurs développeurs, on a encore beaucoup de choses qu'on a envie de tester pour amener de l'innovation là sur Giso. Donc il y a une partie qui va être consacrée, à la R&D tout de même. Mais heu, mais voilà, on va commencer à se faire connaître. Parce que maintenant, je crois qu'on a tous bien travaillé là dans l'équipe, donc on a le droit de ramasser un petit peu les récompenses en allant chercher des clients et puis en faisant un petit peu de communication autour de C'est ça. vrai que Nice 2,
c'est une belle ouverture du marché quand même, un petit coucou aux collectivités territoriales, Exactement. aux secteurs qui étaient pas visés par l'OIV, ouais, c'est une belle évolution. On va préparer, enfin on a pas mal, on a produit quelques contenus sur Nice 2. On réfléchit à produire un podcast dédié, au sujet. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de demandes là-dessus, mais on se pose la question parce qu'effectivement, l'évolution, des attendus et notamment des seuils, Mmh, pose des enjeux de compréhension, de budget des acteurs en réalité bien sûr. et du coup, il y a l'enjeu de cette obligation légale qui devient, bon, une évidence de survie en fait, hein. La non-protection aujourd'hui, c'est vraiment c'est un peu comme si on refusait, je vais être désagréable, mais c'est un peu comme si on refusait de se faire vacciner. Ouais. C Voilà, enfin, moi ça s'apparente pour moi à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que le danger est là et on refuse, catégoriquement de prendre à bras le corps le sujet. Heu, Exactement, je pense qu'on peut plus trop se cacher et la philosophie de la Nice 2, qui est carrément voilà, là, toute l'Europe est embarquée dans ce concept. Elle repose vraiment sur les mêmes préceptes que la loi de programmation militaire. Donc, nous qui nous a qui sur laquelle on s'est reposé, hein, puisque, c'est quand même la loi de programmation militaire, donc, l'article 22 et c'est la version de 2015, qui a mis sur la table le principe que, bon, les OIV, les organisations d'intérêt vital pour la nation, il fallait plus tergiverser et il fallait commencer à utiliser. Alors, bah, là, c'était très précis. C'était jusqu'à la technologie qui était, utilisée puisque, là, la LPM a dit: «Maintenant, vous déployez dans les réseaux critiques des outils qui vont analyser les flux réseau et vous allez en plus utiliser des outils que nous, on va d'abord vérifier». mmh, Donc et ils ont dit: «Voilà, il faut commencer à avoir une hygiène, à mettre en place les des concepts de base et puis voilà». Alors eux, ils sont allés directement dans le déploiement de NDR, pour les OIV. Maintenant, je pense que l'ANIS, il y aura sans doute des grades, en termes d'équipement, en termes d'outillage, mais je pense qu'à un moment donné, l'idée, c'est de dire aux entreprises: «Bon, si vous n'y allez pas assez vite, on va vous pousser un peu parce que là, ça devient aberrant. Le risque est beaucoup trop important pour ne rien faire et pour rester vulnérable, alors qu'il y a des solutions et qu'à un moment, faut y aller, quoi. ouais, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience, on dérive un peu, mais il faut vraiment avoir conscience que la vulnérabilité, certes, elle est au niveau de l'entreprise, mais elle est aussi au niveau des individus. Enfin, Bien c'est un sûr, enjeu sociétal en réalité. Il n'est pas uniquement sur le chiffre d'affaires, il est aussi sur la captation d'informations, la exactement. réutilisation de ces informations, à des fins frauduleuses, pas forcément à des fins géopolitiques, hein. Ça peut être aussi juste la pure escroquerie, individuelle et ça met des familles, des personnes, des enfants, complètement, Mais bien sûr et j'irais même en jusqu'à dire difficulté, quoi. que c'est notre économie qui est en jeu, Mmh, l'économie européenne. Utiliser je pense que, heu, tout l'arsenal aujourd'hui, réseau et sécurité, donc tout le support de notre digitalisation, de la digitalisation de notre économie et de notre société, elle est portée par des outils américains, israéliens. Bon, fine, si ce sont de bons providers, mais je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions sur cet état des lieux parce que, ben, le backdooring, c'est pas du tout une légende. Moi, je viens du monde de l'interception légale de télécommunications, donc d'outils pour faire, tu sais, les écoutes téléphoniques, dans les réseaux. Alors moi, j'ai travaillé personne sur fait les ça, qu'est-ce que tu dis? comment? Personne fait ça, ça existe pas. Alors si, si, tous les pays démocratiques imposent à leurs opérateurs, télécoms pour avoir leur Mmh, licence, mmh, et ça c'est pas du tout un secret, hein, pour avoir leur licence, d'opérateur, de mettre à la disposition du gouvernement, des capacités pour, tu sais, pour réaliser des écoutes. Mais attention, pas des écoutes sauvages, des mmh. écoutes qui Oui, sont c'est très encadrées encadré, oui, bien sûr. par, des commissions rogatoires et Mmh. cetera et cetera. C'est pas dans le c'est pas des interceptions sauvages, hein. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis, très, très longtemps, ces solutions-là, typiquement, on a vu très tôt que, ben, les équipementiers, et ben, ils aimaient bien mettre des petites, backdoors, sur ces trucs-là parce que ça leur donnait accès à tout. Et il y a même des providers qui ont été blacklistés de certains pays
alors là, je donnerai ni nom de pays, ni nom de provider, hein, mais c'est pas une légende, ça existe, et voilà, et ça existe probablement également sur, les outils réseau. Bah, il y a eu toutes les suspicions, toutes les histoires autour de Huawei, mais voilà, là, ça a été dit ouvertement parce qu'ils étaient chinois, mais ne nous faisons pas d'illusions, n'importe quel, fournisseur, peut être soupçonné, qu'il soit chinois, Oui, bon là, américain, c'est la canadien, question. Là, français, on c'est aussi des ques allemand. ouais, voilà, c'est des questions géopolitiques qui fait qu'on en Ex monte du doigt parce qu'on a des alliés. Enfin, c'est bien plus compliqué que le simple, règlement de compte, Exactement, hem, voilà. exactement. Mais néanmoins, c'est je pense que c'est la raison pour laquelle il faut prendre conscience que tous ces équipements, et ben, il faut commencer à les choisir parmi nos, les pays alliés, les vrais pays alliés, quoi, et voilà, l'Union européenne, c'est ça aussi, c'est On de pourrait faire un podcast, complet sur la notion de vrai pays allié. Je je et pense qu'il y en là, aurait ça énormément de c'est choses pas. à se dire, tu vois? Parce que je sais pas ce que c'est vrai pays allié, mais en tout cas, en Non, fonction du moment, ça ça varie. C'est c'est ça. c'est parfois à géométrie variable. En tout cas, c'est vraiment des sujets passionnants et je te remercie d'apporter cet éclairage parce que c'est vrai qu'on le fait assez peu, on rentre assez peu dans ce type de considération et ça permet aussi de comprendre les enjeux derrière la tech, et derrière, la cybersécurité, qui sont des enjeux qui dépassent les entreprises mais qui, toutes mis bout à bout, en fait, sont des enjeux étatiques, géopolitiques, de sécurité intérieure, Ouais. des enjeux individuels Économique. aussi, Ouais, ouais, elle est économiques, économique de sociétales, sociales, mmh. voilà. On arrive à la fin du Faut se podcast. tenir les coudes, exactement. Mmh. Exactement, faut se tenir je suis d'accord. Hem, à quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui? Oh! À quoi j'ai envie de dire non aujourd'hui? Bah, écoute, on peut rester sur ce thème. J'ai envie de dire non à l'hégémonie, intégrale, des technologies, américaines, dans la tech et les réseaux français et la OK, cybersécurité. OK, OK, et on dit oui à quoi du coup? Et on dit oui, aux technos européennes, aux technos françaises et à la souveraineté, numérique, de nos pays pour Mmh. préserver tout le reste, puisque tout y est dans le si on protège notre sphère digitale, on fera un très, très grand pas en avant sur, sur la protection de nos pays et de notre avenir économique et politique. Voilà, on va se laisser là-dessus. Donc Les ça. auditeurs sont là maintenant, voilà, ils ont quelques temps pour la réflexion. Merci en tout cas, merci de ta dispo. Je sais que c'est chargé. Merci, de ton éclairage, hyper intéressant. Je pense qu'on refera un podcast sur, l'entrepreneuriat parce qu'il y a des choses à dire et vu, ton Avec parcours, plaisir. ça me paraît intéressant, d'aborder ça. On n'aborde pas, à la Revue Numérique, on aborde le sujet de la tech sous l'angle de l'outil, mais j'ai réfléchi à faire un peu, la tech sous l'angle de l'entrepreneuriat, de la construction du projet, en fait. Oui. Qui est pas tout à fait comme nous. Là, nous, on a une société on est dans un univers, service, enfin, voilà, cabinet d'avocats, cabinet de conseil, on est sur le côté service, on n'est pas sur le côté outil. Mmh. Du coup, on n'a pas le même angle, on ne développe pas de la même manière, les contraintes sont pas les mêmes, hem et j'ai l'impression aussi que, autant on peut avoir, une approche assez cohérente, et plutôt, raccord par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Autant on voit bien que l'approche entrepreneuriat outil, en tout cas, c'est une sensation que j'ai. Je pense qu'il faudra qu'on en parle dans un autre podcast. hem, Elle est aussi très liée à la gestion du risque et du coup, dans le cadre de l'approche, de développement, d'une solution, un outil, on voit bien, même dans les politiques, j'ai l'impression, on a, l'appétence au risque ou pas de l'État en question, des politiques publiques, et du coup de l'arbitrage que en tant qu'entrepreneur, on doit faire quoi. Et ça, je trouve que du coup culturellement, on le ressent plus. Ouais.
C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Alors que, je pense en effet qu'on a, mais tu as raison, il faudra faire un autre podcast parce que sinon je vais partir dans un truc trop long. Mais, on a beaucoup d'idées, tu vois, de solutions. Je pense qu'on a des tas de champions en France, enfin en Europe. Maintenant, en effet, l'entrepreneuriat, il se vit pas de la même façon, en France, aux États-Unis, en Israël, même, tu vois, en Allemagne ou enfin voilà. Chaque pays a ses spécificités, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas pour la France, pour faciliter tout ça et pour faire émerger beaucoup plus de solutions plus rapidement. Je suis sûre qu'on perd énormément, alors et pas que en se faisant, voler nos pépites, par les Américains, hein. On perd énormément, d'outils de qualité parce que justement le projet, on a trop de boîtes d'ingénieurs en France, en fait. Des géotrouve-tout qui ont des idées de génie, mais qui vont pas développer assez vite ou qui vont se perdre et qui vont pas être un succès commercial, alors que le produit était là, mais qui ont pas eu la bonne méthode, la bonne approche ou le bon soutien, tu vois, de l'État. C'est vrai que c'est un méandre, hein, ça, là, j'ai une expérience, on peut être soutenu comme on peut être, complètement, à côté de tout ce qui peut se faire et passer à côté de toutes les aides, disponibles, donc ouais, c'est un vrai métier aussi, On en l'entrepreneuriat. parlera Mmh. bientôt du coup. Ouais, avec plaisir. Bon, bah, écoute, je te remercie énormément. Merci à toi. À très bientôt À et on va se caler, ce petit podcast, entrepreneurial. Ça marche. À très bientôt. Salut Audrey. Merci Oriane, salut.